À quoi ça vous fait penser la Norvège? Peut-être à des paysages magnifiques, à des fjords majestueux, des forêts enneigées, des aurores boréales. Peut-être à Erlingaland. Moi, quand on me parle de la Norvège, je pense à autre chose. Je pense à un petit garçon. Un garçon calme, réservé, mais dont l'esprit était une tempête. Un garçon qui, à 2 ans, mémorisait le nom de centaines de pays. Un garçon qui, à 13 ans, affrontait les plus grands maîtres d'échecs du monde. Et ce garçon, il s'appelle Magnus. Magnus Carlsen. Il n'était pas destiné à devenir une star. Il ne venait pas d'un pays connu pour les échecs. Il n'avait ni un héritage ni une tradition derrière lui. Ce qu'il avait, c'était un talent brut, une mémoire photographique, une intuition presque effrayante et surtout une volonté silencieuse mais inébranlable. Aujourd'hui, je vous raconte son histoire, celle d'un gamin norvégien qui a bouleversé le monde des échecs. Une histoire de génie, de pression, de triomphe, mais aussi de solitude et de doute. Voici Magnus Carlsen, le Mozart des échecs. Magnus Carlsen naît le 30 novembre 1990 à Tønsberg, une petite ville paisible de Norvège. La neige recouvre les rues, les jours sont courts, le silence règne. C'est un décor simple, loin de l'agitation des grandes capitales. Et pourtant, dans cette maison sans histoire, vient de naître un esprit hors du commun. Son père, Henrik, est ingénieur en informatique. Sa mère, Sigrun, est chimiste. Ce sont des gens discrets, cultivés, ouverts sur le monde, pas des surambitieux, mais des curieux. Et très vite, il perçoit quelque chose chez leur fils. Un regard, une attention aux détails, une mémoire presque dérangeante. À 2 ans à peine, Magnus retient tous les drapeaux du monde. Pas seulement les couleurs, il les reconnaît, les nomme, les classes. À 4 ans, il s'intéresse aux capitales, puis aux statistiques des pays. À 5, il peut vous dire combien de kilomètres carrés mesure le Bangladesh et combien d'habitants compte l'Équateur. Ce n'est pas de la précocité, c'est de la dévoration. Il absorbe tout ce qu'on lui donne, mais jamais pour épater. Il est calme, concentré, presque timide. Ce n'est pas un enfant qui court partout, c'est un enfant qui regarde, qui pense, qui calcule. C'est à 6 ans que la pièce tombe. Son père lui apprend les règles des échecs. Un jeu qu'il connaît bien, sans être passionné. Il veut simplement stimuler son fils, l'occuper en quelque sorte. Mais Magnus ne voit pas un simple jeu. Il voit un univers, un monde de logique, de stratégie, de combats silencieux. Il ne veut pas juste savoir comment bougent les pièces. Il veut comprendre pourquoi on les bouge. Il passe des heures à analyser des parties qu'il ne comprend pas encore totalement. Il regarde les ouvertures classiques, essaie de les reproduire, invente ses propres variantes. Il joue seul, il joue avec son père, il joue contre lui-même. Et surtout, il ne s'ennuie jamais. Ce jeu le tient éveillé. À 8 ans, il participe à son tout premier tournoi officiel. Il n'est pas encore un petit prodige. Il perd beaucoup. Mais chaque défaite est une leçon. Chaque coup raté, une étude. Il rentre chez lui et recommence, encore et encore. Il ne joue pas pour gagner, il joue pour comprendre. C'est là que son père prend une décision que peu auraient osé. Il prend une année sabbatique, il embarque toute la famille dans un van, direction l'Europe. Un road trip pas comme les autres, ponctué de tournois d'échecs. Magnus affronte des enfants italiens à Rome, des adultes hongrois à Budapest, des professeurs d'échecs à Berlin. À chaque étape, il grandit, pas seulement en points Elo, mais en maturité, en audace, en résistance mentale. C'est un pari fou, mais c'est surtout un acte d'amour. Henrik Carlsen croit en son fils, il ne force rien, il l'accompagne, il l'observe. Et Magnus avance pas à pas vers un destin que lui-même ne comprend pas encore. Il a 10 ans, et déjà, il fait trembler les tables d'analyse. À 9 ans, Magnus Carlsen commence à faire parler de lui dans les tournois norvégiens. Il ne se contente plus de jouer contre des enfants. Il bat des adultes, et pas des joueurs du dimanche, des vétérans du circuit national. Il les regarde calmement, les yeux à peine au-dessus de l'échiquier, puis les démonte méthodiquement, froidement, silencieusement. On le surnomme déjà le petit ordinateur. À 10 ans, il passe la barre des 2000 Elo. Ah oui, je vous ai pas dit ce que c'était l'Elo. Alors l'Elo aux échecs, c'est un système de points qui mesure le niveau d'un joueur. Plus son Elo est élevé, plus il est considéré comme fort. En gros, tu gagnes des points quand tu bats un joueur, surtout s'il a un meilleur Elo que toi. Tu perds des points quand tu perds, surtout contre un joueur moins bien classé que toi. Les débutants, ils sont entre 0 et 1200. Les joueurs moyens sont entre 1400 et 1600. Les bons joueurs de club sont entre 1800 et 2000. Les maîtres sont à plus de 2200 Elo et les grands maîtres sont à plus de 2500 Elo. À 11 ans, Magnus fait tomber ses premiers maîtres internationaux. Et à 12 ans, il entre dans le cercle très fermé des prodiges mondiaux. Son nom circule dans les forums spécialisés. Certains commencent à murmurer un mot.
génie. En avril 2004, à 13 ans et 4 mois, il devient grand maître international. Il est à ce moment-là le 3e plus jeune de l'histoire. Il rejoint une lignée d'élus, Kasparov, Karpov, Fischer et lui, ce jeune Norvégien qui, quelques années plus tôt, jouait seul dans sa chambre. Mais c'est en mars 2004 que Magnus va entrer définitivement dans la lumière. Il participe à un tournoi à Reykjavik, en Islande. Un tournoi où se trouve un invité très spécial, Garry Kasparov, le monstre, le tsar, l'invaincu. Kasparov est au sommet de son art, il n'a rien à prouver, mais ce jour-là, il accepte de jouer une partie rapide contre le jeune Carlsen. Imaginez la scène, un garçon de 13 ans, assis en face de la légende vivante. La salle est bondée, les caméras sont braquées sur lui. Magnus n'a pas peur, il avance ses pièces avec calme, comme s'il jouait contre un copain. Et puis, surprise, Kasparov est mis en difficulté, il vacille. Le petit Norvégien le pousse dans ses retranchements. Finalement, la partie se termine par un nul, une égalité. Mais dans les faits, c'est une victoire symbolique. Le roi a été secoué par un enfant. Kasparov dira même plus tard « Il m'a déstabilisé. Il n'avait pas peur. C'est un talent unique. » Le monde des échecs vient de comprendre qu'il vient d'assister à la naissance d'un phénomène. Mais Magnus n'est pas seulement un génie mathématique. Il n'est pas froid. Il n'est pas une machine. Il a un style. Mais ce style est imprévisible. Contrairement à la majorité des jeunes prodiges, il ne suit pas aveuglement les grandes lignes théoriques. Il improvise, il innove, il utilise parfois des ouvertures rares, presque démodées, non pas pour faire le malin, mais parce qu'il veut jouer, pas simplement reproduire. Il aime les positions déséquilibrées, il provoque des erreurs, il piège, il transforme, il résiste. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la vérité du moment. Et surtout, il n'a pas peur de se tromper, il apprend de tout. Et ce qui choque ses adversaires, c'est son calme. À 13 ans, Magnus est plus impassible qu'un vétéran de 40. Il n'a même pas fini le collège, mais sur l'échiquier, il donne déjà des leçons. À 14 ans, Magnus Carlsen est déjà un nom connu dans le monde des échecs. Il participe aux grands tournois internationaux, pas comme figurant évidemment, mais comme réel prétendant. Il affronte les meilleurs, souvent plus âgés de 20 ou 30 ans, et il les bat. En 2005, il termine 10e du très prestigieux tournoi de Wixenzi, aux Pays-Bas. Un an plus tard, il est 2e à Biel, en Suisse. Et chaque mois, son classement grimpe. En 2007, il franchit la barre symbolique des 2700 Elo, ce que très peu de joueurs atteignent dans une vie entière. Il n'a encore que 17 ans. Mais Magnus n'est pas pressé, il n'est pas obsédé par les titres. Il prend son temps. Il lit, il joue, il voyage, il continue à construire son style, un style basé moins sur la mémoire que sur l'intuition. Là où certains mémorisent des milliers de lignes, Magnus, lui, sent le jeu. Il joue avec son intuition. Cette intuition, il la travaille. Il joue contre des ordinateurs, contre des grands maîtres, contre des amateurs, contre lui-même. Il analyse ses erreurs, mais surtout, il cherche à comprendre le rythme d'une partie, le pourquoi du comment. À chaque fois, il devient un peu plus redoutable. En 2008, il a 17 ans et devient le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la première place du tournoi de Chorus, ex-aequo avec Levon Aronian, l'un des meilleurs du monde. En 2009, il franchit une étape clé. Il commence à travailler avec Garry Kasparov, l'ancien champion du monde. C'est un choc, le roi d'hier qui prend sous son aile le prince de demain. Kasparov va lui donner ce que Magnus n'a jamais vraiment cultivé, une préparation théorique de très haut niveau. Grâce à lui, il apprend à affronter les meilleurs, non seulement avec talent, mais avec préparation, avec science. Et le résultat est immédiat. En 2010, Magnus atteint le rang de numéro 1 mondial au classement FIDE. Il a 19 ans. C'est tout simplement le plus jeune numéro 1 de tous les temps. Ah oui, et si vous ne savez pas ce que c'est le classement FIDE, c'est tout simplement le classement officiel mondial des joueurs d'échecs, publié par la Fédération internationale des échecs. Le monde entier des échecs bascule. Ce garçon, venu du froid, sans tradition soviétique, sans école rigide, sans système derrière lui, est en train de conquérir le trône. Mais Magnus ne s'enivre pas, il reste lui-même, discret, peu bavard, mais déterminé. Ce qu'il veut, ce n'est pas seulement dominer le classement, ce qu'il veut, c'est le titre suprême, le titre de champion du monde. Magnus Carlsen est désormais numéro 1 mondial. Mais lui, il lui manque encore la couronne, le titre officiel, le seul qui compte vraiment dans l'imaginaire collectif, champion du monde d'échecs. Depuis plus d'un siècle, ce titre est sacré. Ceux qui l'ont porté sont entrés dans l'histoire. Pour le décrocher, il faut passer par un long processus. Tournoi de candidats, match à élimination directe, stratégie psychologique, préparation d'ouvre de guerre. Les préparations d'ouvre de guerre, si vous ne connaissez pas, ça fait référence à tout ce qu'un joueur prépare avant une partie pour être prêt au combat sur l'échiquier. Donc rien n'est laissé au hasard. En 2013, Magnus participe à un tournoi des candidats de Londres. 8 joueurs, un seul pourra défier le champion en titre. Le tournoi est brutal, tactique, nerveux, mental. Magnus mène,
puis vacille. La pression est énorme. Il termine à égalité avec Vladimir Kramnik, mais l'emporte au départage. Magnus avait en fait 5 victoires contre 4 pour Kramnik. Il est désormais le challenger officiel, l'homme qui va défier le roi. Ok, alors on est à Chennai en Inde en novembre 2013. La chaleur est moite, mais dans la salle de jeu, c'est une autre tension qui règne. Une tension électrique, silencieuse, presque sacrée. Magnus Carlsen, le prodige norvégien, est à une victoire ou même une nulle de devenir champion du monde des échecs. En face de lui, Viswanathan Anand, le roi en titre, 5 fois champion du monde, joue devant son public dans sa ville natale. La partie 10 commence. Je vais pas vous raconter toutes les parties parce que sinon ça va être trop long. Donc, la partie 10 commence. Le score est déjà sans appel. Carlsen mène 6-3. Un nul suffit, mais Magnus ne vient pas pour faire nul. Il veut gagner. Il veut imposer son style. Anand joue la défense Caro-Can, une ouverture solide, choisie souvent pour tenir bon. C'est un choix stratégique, presque désespéré. Il n'a pas le droit à l'erreur. Mais très vite, le rythme change. Les coups s'enchaînent, comme un duel d'escrime. Carlsen joue simple, mais profond. Pas de coup brillant, pas de piège. Juste une pression constante, millimétrée. C'est son style. Épuiser l'adversaire, le faire craquer, sans jamais prendre de risques inutiles. Anand, lui, sait qu'il doit gagner. Alors il tente, il pousse, il s'ouvre. Et c'est là que Carlsen frappe. Vers le 28e coup, Anand tente un sacrifice. Une tentative audacieuse, presque désespérée. Il sacrifie une pièce pour créer une attaque. Un geste de champion, mais aussi un aveu. Il ne peut pas battre Carlsen à la régulière. Mais Carlsen ne tremble pas. Il calcule, il résiste, il échange. Et surtout, il contre-attaque. À mesure que les pièces disparaissent de l'échiquier, le verdict devient clair. Carlsen a une pièce de plus, un pion passé, et aucune faiblesse. Anand est fichu. Le public indien retient son souffle. Les commentateurs ne trouvent plus les mots. Anand regarde l'échiquier, il comprend. Il tend la main. C'est fini. Magnus Carlsen, Champion of the world. À 22 ans, Magnus Carlsen devient le plus jeune champion du monde depuis Garry Kasparov. Il n'a jamais joué une partie décisive en perdant. Il n'a jamais eu besoin d'un départage. Il a juste été meilleur. Ce jour-là, les échecs changent de visage. Le règne du Mozart des échecs commence. La Norvège entre en ébullition. Dans un pays sans tradition échiquienne, un jeune homme vient de conquérir le trône du plus vieux jeu du monde. Ce n'est pas qu'une victoire individuelle, c'est un basculement d'époque. L'ère Carlsen vient de commencer. Il a commencé dans sa chambre face à un échiquier. Il s'est battu seul contre tous. Et maintenant, il est au sommet. Magnus Carlsen est maintenant le roi. Et un roi, ça ne se contente pas de monter sur le trône. Il faut régner, défendre, imposer. Le vrai défi commence maintenant. En 2014, il affronte à nouveau Anand pour sa première défense du titre. Cette fois, le match a lieu à Sochi, en Russie. Et Magnus est prêt, plus mature, plus confiant. Il gagne 3 parties. Anand une seule, le reste des nuls. Il conserve sa couronne sans trembler. Mais le vrai test arrive en 2016. Un nouveau challenger, Sergei Kardjakin, un russe froid, méthodique, formé à l'école soviétique. Le match se joue à New York. Et cette fois, Magnus est mis à l'épreuve. Kardjakin gagne une partie. Magnus vacille, il doute, il panique presque. Mais il revient, il égalise. Et les deux joueurs terminent un score serré de 6-6. Il faut départager, partie rapide, blitz. Et là, Magnus brille, il est tout simplement injouable en rapide. Il gagne 2 parties, fait nul et conserve son titre. Il a montré qu'il savait souffrir, gagner dans la douleur. Le coup de dame en plein blitz est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux de sa carrière. Même Kardjakin sourit, vaincu, mais admiratif. En 2018, un nouveau défi, Fabiano Caruana, l'américain brillant, solide, presque aussi bien préparé que Magnus. Le match est d'une tension extrême, 12 parties classiques, 12 nuls. Du jamais vu. Encore une fois, tout se joue en rapide. Et encore une fois, Magnus écrase. C'est ça, Magnus, un joueur complet. Fort en classique, terrifiant en rapide et imbattable en blitz. Il n'est pas seulement champion du monde, il est le joueur le plus complet de l'histoire des échecs. Mais Magnus, ce n'est pas qu'un joueur d'échecs, c'est un homme complexe. Il aime le football, il suit le Real Madrid, il joue au poker, il fait du ski de fond. Il n'est pas enfermé dans une bulle. Il dit lui-même: si je ne suis pas heureux en dehors de l'échiquier, je ne jouerai pas bien sur l'échiquier. Il modernise le jeu, il crée sa propre entreprise, Play Magnus.
lance une application, participe à des tournois en ligne, joue en streaming. Il rend les échecs sexy, accessibles, vivants. Son règne ne tient qu'à ses victoires. Il tient à ce qu'il représente, la finesse dans un monde de rapidité, le calme dans une ère de bruit, le génie dans un sourire discret. En 2021, Magnus Carlsen défend une nouvelle fois son titre. Cette fois contre Jan Nepomniachtchi, un joueur russe au style explosif. Mais le match tourne court. Magnus domine et Nepo craque. Il commet plusieurs erreurs graves. Magnus gagne 4 parties. Le match est déséquilibré. Trop facile presque. Magnus conserve son titre une nouvelle fois. C'est sa 5e couronne mondiale. Et puis en 2022, Magnus annonce l'impensable. And I've spoken to people in my team. I've spoken to FIDE. I spoke to Jan as well. And the conclusion is, yeah, it's very simple that I am not motivated to play another match, and I will simply not play the match. Il ne perd pas son titre et le laisse volontairement. Ce n'est pas une défaite, c'est un choix rare. Il dit qu'il n'est plus motivé par ce format, trop rigide, trop long, trop figé. Il préfère les tournois rapides, les blitz, le plaisir pur du jeu. Il veut rester fidèle à ce qu'il est, un amoureux du jeu, pas un prisonnier du titre. Certains sont déçus, d'autres le comprennent. Lui, il avance, il continue à jouer, à gagner, à créer. Il bat des records en ligne, il domine tous les formats. Il reste le joueur à battre. Magnus Carlsen n'a pas quitté les échecs, il a juste décidé de les vivre à sa façon. Et peut-être que c'est ça la plus grande leçon. Ce petit garçon, fasciné par les drapeaux, est tombé amoureux d'un jeu millénaire. Il en a exploré tous les mystères, il en a repoussé les limites. Et il a prouvé à sa manière que la vraie grandeur, c'est de savoir quand il est temps de jouer et quand il est temps de partir. And that was the difference between me and the other kids, is that they would go to chess practice, they would maybe even do their homework, but they weren't living and breathing sort of the game that in the way that I was. Like, I think about it all the time. Like, I'm thinking about the game while I'm sitting on this chair. Like, I'm still analyzing a game that I played today. Like, it never goes completely out of my mind. I have the potential to be number one. Magnus Carlsen. And I will simply not play the match. Merci à tous, prenez soin de vous, c'était Noé. Ciao.